La drépanocytose est une maladie génétique touchant la chaîne bêta de l'hémoglobine, qui va aboutir à la formation d'une hémoglobine anormale, dite hémoglobine S. Dans cette vidéo, on va expliquer les mécanismes physiopathologiques de la drépanocytose, les signes cliniques, les complications aiguës et chroniques, ainsi que la prise en charge thérapeutique. Il existe 3 types d'hémoglobine: l'hémoglobine fœtale, l'hémoglobine A2 et l'hémoglobine A1. Cette hémoglobine A1 est formée de 4 chaînes protéiques, 2 chaînes alpha et 2 chaînes bêta. Chacune de ces chaînes est formée d'une succession d'acides aminés. Une mutation touchant un gène localisé sur le chromosome 11 et codant pour l'acide glutamique en position 6 de la chaîne bêta est à l'origine de la substitution de ce dernier par un autre acide aminé qui est la valine. C'est à cause de cette substitution qu'on va avoir un autre type d'hémoglobine appelé hémoglobine S. Le S vient du mot anglais sickle qui veut dire faucille. Parlons maintenant sur le mode de transmission de la maladie drépanocytaire et de sa répartition géographique dans le monde. Il s'agit d'une transmission autosomique récessive, donnant 2 formes, une forme hétérozygote et une forme homozygote. C'est cette dernière qui constitue la drépanocytose majeure. Pour ce qui est de la répartition géographique, cette dernière affecte surtout les sujets noirs. Elle est très fréquente en Afrique centrale, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord et du Sud. En plus, elle constitue l'hémoglobinopathie la plus fréquente. Parlons maintenant sur les signes cliniques de la drépanocytose majeure et des mécanismes de leur survenue. Le début de la symptomatologie commence à partir de 6 mois jusqu'à 1 an. Mais pourquoi pas avant? L'explication est simple. L'hématopoïèse commence in utero. Elle est assurée principalement par le foie et accessoirement par la rate, entre le 3e et le 6e mois de gestation. Le type d'hémoglobine produite durant cette période est l'hémoglobine fœtale. Arrivant au 7e mois de gestation, l'hématopoïèse sera assurée principalement par la moelle osseuse. Cette dernière produit une hémoglobine de type A1. Maintenant, à la naissance, le taux d'hémoglobine F est entre 50 et 80%, tandis que celui de l'hémoglobine A1 est entre 15 et 40%. Donc à cet âge, l'hémoglobine majoritaire est l'hémoglobine F. Il faut savoir que cette hémoglobine F a un pouvoir inhibiteur sur la falciformation. Donc durant la période où elle est majoritaire, on n'aura pas de signes cliniques. Mais entre 6 mois et 1 an, l'hémoglobine A1 va prendre le relais, ce qui fait que les signes cliniques commencent à apparaître à cet âge. Pour comprendre l'origine du reste des signes cliniques, on doit expliquer le mécanisme de la falciformation. Alors, qu'est-ce que la falciformation? Il s'agit d'une transformation d'une hématie discocyte en un drépanocyte. Mais comment s'effectue cette transformation et sous quelles conditions? On sait très bien que la fonction de l'hémoglobine est de transporter l'oxygène aux différents tissus de l'organisme. Le globule rouge passe d'abord par la circulation générale dans laquelle il va garder sa forme. Mais lorsqu'il arrive à la microcirculation dans laquelle la pression en oxygène est basse, l'hémoglobine S va libérer ses molécules d'oxygène. Ce phénomène est appelé désoxygénation. Suite à cette désoxygénation, la valine mutée, qui est un acide aminé hydrophobe, va établir des liaisons avec des résidus hydrophobes situés sur une autre chaîne bêta d'une autre hémoglobine S. Ces polymères d'hémoglobine S vont se lier à la face interne de la membrane érythrocytaire, ayant comme conséquence une modification morphologique du globule rouge en une forme de faucille. Un dysfonctionnement du flux ionique en résulte, engendrant un passage du potassium du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire, qui aboutit à une déshydratation du globule rouge.
Le résultat est une augmentation de la concentration intracellulaire en hémoglobine S, qui est à l'origine du caractère irréversible de la falciformation. Retenez ces deux paramètres car on en aura besoin après. Les drépanocytes formés sont des globules rouges rigides et déformés, ce qui fait qu'ils vont subir une hémolyse prématurée, que ce soit intravasculaire ou intratissulaire. Leur durée de vie passe de 120 jours à 20 jours. Le résultat sur le plan clinique, c'est l'apparition des signes d'anémie hémolytique chronique. On trouve une pâleur, un subictère, une splénomégalie qui dure les premières années de vie mais qui disparaît vers l'âge de 6 ans. On va expliquer ça après. Parfois, on trouve une hépatomégalie, un retard pondéral, la croissance staturale est en général normale et un retard pubertaire qui est modéré. Si vous voulez avoir plus d'explications à propos de ces signes, je vous invite à regarder ma vidéo sur les anémies hémolytiques. Je vous laisse le lien en bas dans la description. Une autre caractéristique très importante à connaître, c'est que le drépanocyte a une tendance à adhérer à l'endothélium vasculaire, ayant comme résultat un blocage de la microcirculation, à l'origine des microthromboses et des ischémies. Et c'est ce qu'on appelle phénomène vaso-occlusif. Ce phénomène est à l'origine de plusieurs complications aiguës et chroniques. Alors la vaso-occlusion et l'ischémie vont entraîner une douleur très intense, qu'on appelle crise vaso-occlusive. C'est d'ailleurs la symptomatologie qui domine la maladie drépanocytaire. Alors cette crise peut survenir sous forme d'une dactylite, qui est une inflammation des articulations des doigts et des orteils et qui survient entre 6 mois et 2 ans. On peut avoir aussi des crises douloureuses osseuses qui touchent surtout les zones juxta-articulaires des os longs. Les os les plus touchés sont l'humérus, le fémur, le sternum, le rachis et le bassin. Une crise douloureuse abdominale peut aussi survenir, suite à un infarctus de la rate ou du mésentère qui peuvent mimer un abdomen chirurgical aigu. On peut trouver aussi d'autres complications plus graves, comme l'accident vasculaire cérébral ou le syndrome thoracique aigu. Donc, pour récapituler, voici les complications aiguës dont on a parlé. Mais on doit se poser une question. Dans quelle situation le risque de survenue de crise vaso-occlusive est élevé? La réponse, c'est celle qu'on a expliquée tout à l'heure, qui est la baisse de la pression en oxygène et l'augmentation de la concentration en hémoglobine S. Ça peut être un changement brusque de température comme le froid ou la fièvre, un état de déshydratation qui fait augmenter la concentration en hémoglobine S, une acidose, l'activité physique et les altitudes élevées qui entraînent une hypoxie, ainsi que les infections. Maintenant, il faut savoir que les personnes atteintes de drépanocytose ont une susceptibilité accrue aux infections. Je vais vous expliquer pourquoi. Il existe des organes fonctionnant à basse pression en oxygène et qui présentent un risque multiplié de complications vaso-occlusives. Parmi ces organes, on a la rate. Des vaso-occlusions répétées vont entraîner des lésions au niveau de la rate, qui vont compromettre sa fonction de protection contre les infections bactériennes. Ceci est à l'origine de survenue d'infections à répétition, notamment la méningite, les septicémies et la pneumonie. La conséquence de ces infarctus répétés de la rate est l'autosplénectomie qui survient vers l'âge de 6 ans et qui majore la survenue d'infections. La rétine et la médule rénale sont aussi des organes fonctionnant à basse pression en oxygène, ce qui explique la survenue de complications chroniques à type de rétinopathie proliférative ou d'insuffisance rénale. Ce n'est pas que ça, on peut avoir aussi un ulcère de jambe dont le mécanisme est mal connu,
une lithiase vésiculaire suite à l'hémolyse chronique, ainsi qu'une ostéonécrose des têtes fémorales ou humérales à cause des vaso-occlusions qu'elles subissent. Donc voici en résumé les complications chroniques de la drépanocytose. Passons maintenant à la prise en charge thérapeutique. La première des choses, c'est l'information et l'éducation des parents à propos de toutes ces situations qui augmentent le risque de crise vaso-occlusive. On les conseille de bien hydrater leur enfant, d'éviter les changements brusques de température, les efforts excessifs, le stress, etc. Le traitement est symptomatique. En cas de crise douloureuse, on prescrit des antalgiques pour soulager l'enfant, des antibiotiques en cas d'infection bactérienne, à savoir que la vaccination antipneumococcique est recommandée avec un rappel chaque 5 ans. Et puisqu'il s'agit d'une anémie chronique régénérative, les réserves en acide folique vont s'épuiser, d'où la nécessité d'une supplémentation quotidienne. Et au cas où l'anémie s'aggrave, on aura recours à une transfusion sanguine pour faire remonter le taux d'hémoglobine à sa valeur initiale. Mais attention, il ne faut pas la dépasser, car on risque de majorer l'hyperviscosité sanguine. On arrive à la fin, je vous laisse un récapitulatif. J'espère que ma vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous sur ma chaîne et laissez-moi un commentaire. À bientôt!